puisqu'en 1980, chaque été, Saint-Hilaire-de-Riez accueillait plus de 1000 enfants dans les camps SNCF. C'est un des sujets auxquels s'est intéressé notre invité Jean-Pierre Bruno, qui s'est replongé en images dans le passé de la station balnéaire. Bienvenue dans l'Air de Rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. On va parler d'avenir avec vous. Vous avez des solutions pour notre avenir. Je suis devenu un expert. Non, alors, honnêtement, c'est pas moi. Mais il y a par contre un groupe d'experts qui se sont penchés sur la question en Vendée. Et on va essayer d'en faire un petit résumé. À travers un livre. Très bien. Merci Gilbert. Delphine, bonjour. Bonjour. On terminera l'émission avec vous. Oui, on va parler sculpture avec un sculpteur vendéen qui expose au Château d'Olonne. Jusqu'au 12 juin. Très bien, il est temps d'en parler. Jean-Pierre Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Bon, on va parler avec vous d'un DVD que vous avez réalisé il y a quelques années qui revient en images sur le passé de Saint-Hilaire-de-Riez et notamment ces fameux camps SNCF. Tout à fait. Alors d'abord, vous n'êtes pas vendéen. Non, je ne suis pas vendéen. J'ai été dans la région parisienne et une fois la retraite prise, immédiatement, je suis arrivé en Vendée. Comme beaucoup ? Comme beaucoup, effectivement. Ma femme étant vendéenne, on est revenu un petit peu à la source. Alors vous n'avez pas passé de colo ou de vacances sur la côte vendéenne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mes seules relations avec les colos, c'est quand je suis arrivé sur Saint-Hilaire, je courais, donc j'ai arpenté la forêt et je me suis posé les questions par rapport à tout ce que je pouvais voir au niveau des vestiges. Parce qu'on va l'expliquer, il reste des choses à voir. Donc vous êtes un jogger, on a compris. Oui, tout à fait. Vous faites partie du Conseil des sages aussi. Oui, aussi, également. Et puis vous vous intéressez à l'image, à la vidéo, puisque vous avez réalisé ce DVD, c'était en 2008. En 2008, exactement. Donc le principe, vous faites partie du club vidéo de Voilà, Saint-Gilles. je fais partie de Focal, donc club vidéo de l'Amicale laïque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le sujet est venu en 2007. On s'était donné un petit exercice entre tous les membres de faire quelque chose sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bon, je ne connaissais pas sur l'architecture, donc je me suis penché un petit peu dans les bouquins, sur la médiathèque. Et puis j'ai vu ces vieilles images et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit rapprochement entre ce qui était ancien et nouveau. Donc on a fait chacun notre petit film. Bon, c'était très, très court, ça durait 10 minutes. Et l'année d'après, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose sur Saint-Hilaire-de-Riez. Donc c'est un DVD réalisé. Alors ce qui est intéressant, c'est vous reprenez des cartes postales. Oui, c'est ça. J'ai collecté 600 cartes postales, c'était déjà le premier travail. Parce que trouver de cartes postales, c'est pas évident. Surtout, ce sont des cartes qui m'ont été prêtées par des gens du cru. Donc prêter des cartes à un Parisien, c'est pas évident. Hein. J'ai eu pas mal de mal, mais enfin, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Hein. J'ai contacté 7 collectionneurs, on peut dire, qui m'ont prêté leurs cartes. Et l'idée, c'est de comparer. Alors, des cartes uniquement sur Saint-Hilaire-de-Riez. Oui, c'est ça, des cartes postales. Toutes les communes ne disposent pas d'un fonds de cette C'est vrai que la Ginétouse, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas la mer. C'est quand même du tourisme. Hein. Il y a quand même du tourisme à Saint-Hilaire. Hein. Donc il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis vous comparez avec... Voilà, donc j'ai scanné toutes ces cartes postales, j'ai pris photocopie et je me suis baladé avec ma caméra pour essayer de repérer exactement, par rapport à l'ancien, ce que c'était devenu. Alors on imagine qu'il y a des grosses évolutions parce que vous êtes sur un secteur où l'immobilier... Oui, tout à fait, surtout sur la côte. Hein. Et vous abordez à travers ce DVD donc, plusieurs thématiques. Donc il y a le bourg, Sion, la Corniche. Oui, tout à fait. Les différents sites qui sont importants sur Saint-Hilaire. Donc effectivement la Corniche, le Sion, le bourg, les marais. Oui, qui est important. La forêt avec les camps SNCF automatiquement. Une petite histoire du Paul Créa, c'était... Ah oui, alors ça mérite qu'on fasse une petite parenthèse. Donc ça c'est 1917, le Paul Créa c'est un bateau. C'est un bateau, c'était un charbonnier et qui a été canonné par un sous-marin allemand et donc il s'est échoué sur la plage de Paris-Prénot.
Et là, pendant, on peut dire 6 mois, les gens sont venus s'approvisionner en charbon. D'accord. Et vous faites la comparaison, alors non pas, parce qu'évidemment, il n'y a pas de trace aujourd'hui du bateau échoué, mais vous faites une comparaison avec... Avec l'Artémis. Parce qu'au même moment, donc en 2008, il y a l'Artémis qui s'est échoué sur la plage des Sables-d'Olonne. Et on retrouve à peu près la même physionomie de bateau. Et pour la juxtaposition... Il y a un petit clin d'œil qui est assez drôle. Alors, ces fameux camps SNCF, puisque c'est celui qui nous intéresse, alors qu'est-ce que c'est ? Parce que camp SNCF, ça évoque peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens. On imagine Saint-Hilaire-de-Riez, on a tous entendu parler qu'il y avait pas mal de colos, mais il y avait des lieux spécifiques aux enfants de cheminots. Oui, tout à fait. Alors, en Vendée, il y avait déjà des maisons qui recevaient des enfants de cheminots en difficulté, des orphelins. Et ils venaient 15 jours en vacances et les plus méritants avaient droit d'aller faire une petite journée à la mer, sur la plage. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée à la SNCF, au chemin de fer de l'époque, de trouver un endroit pour faire des colonies de vacances. Alors pourquoi Saint-Hilaire ? D'abord, il y a la mer, il y a 7 km de plage. Ensuite, il y a la forêt de Manial qui est juste à Nantes. Et puis le point le principal, c'est qu'il y avait la gare à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc, facilité d'acheminement. Et en plus de ça, la gare par rapport à la forêt, il y a 1,5 km. Donc c'est très facile. Donc c'est quand on démarrait dans les années 30 C'est quand on démarrait en 1932. Il y a d'abord eu un premier camp qui a été fait pour les apprentis de la SNCF, c'était le camp d'Anjou. Les camps s'appelaient les camps marins. Ça, c'était la première appellation. Et puis en 1934, il y a eu un deuxième camp qui s'appelait le camp de Bretagne et qui recevait les apprentis mineurs. Alors quand on dit des camps, c'était pas des bâtiments. Enfin, Gilbert, vous avez fait une balade il n'y a pas longtemps à travers. Au début, c'était pas des bâtiments durs. Non, c'était des toiles de tente. Bon, c'était très spartiate. La cuisine se faisait dehors, dans des chaudrons. Et puis, une des tâches principales des enfants, c'était d'aller chercher du bois pour approvisionner. Ça faisait partie du jeu. Voilà, et puis ensuite aller chercher de l'eau dans les fermes voisines. C'était pas anecdotique, parce qu'il y a eu énormément d'enfants qui sont venus Alors, pendant cette période, entre 32 et 39, il y a eu 1800 enfants. Chaque été. Modéré encore à l'époque. Oui, tout à fait. Mais 1800 enfants chaque été. Non. En total, c'est après que ça s'accélère. Parce que c'était encore des petits camps. C'est après que ça s'accélère. Voilà, c'est ça. Donc en 1939, les camps s'arrêtent avec la guerre et reprennent en 1946. Et là, donc, la SNCF, les services du bâtiment construisent des bâtiments durs, la salle à manger, la cuisine, les salles de jeu pour les journées où il pleut, et les sanitaires, et les enfants restant toujours sous tente. Toujours sous tente. Bon, on va y revenir et on va s'intéresser à l'avenir. On est dans le passé, on va s'intéresser à l'avenir avec un ouvrage dont va nous parler Gilbert. L'avenir, c'est maintenant, c'est ça le thème L'ouvrage, très précisément, c'est L'avenir, c'est demain. Je serais tenté de parler un petit peu Enfin, c'était un petit peu l'objet de l'ouvrage, c'est d'essayer de prévoir justement ce que sera demain. Et c'est difficile déjà c'est pratiquement une mission impossible pour une personne. Et là, on a réuni 27 experts d'un petit peu de tous bords. Des scientifiques, des sociologues, des philosophes, pour essayer de voir comment la question qui leur était posée, c'était même 3 questions très précisément, comment ils voyaient l'avenir en 2035, à travers justement donc ces 3 questions qui étaient qu'est-ce qui aura changé en 2035 ? Pouvez-vous nous emmener vers une vision futuriste mais proche ? Et puis surtout, où là c'est le plus difficile, quelles décisions prendre dès 2016 ou 2020, justement, pour avancer vers cet avenir 2035 ?
Alors, qui pose les questions à ces experts Eh bien, de tous bords ? c'est dans le cadre du CERA. Le CERA, on va dire que c'est en quelque sorte une structure plus ou moins informelle, une association, qui est composée de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, qui existe, c'était justement pour marquer les 15 ans de cette structure. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce CERA, ce qui veut dire très précisément Centre d'échange et de recherche sur l'avenir, depuis donc 15 ans, réunit, fait venir des experts, organise des conférences, des débats, et ça a été une somme un petit peu, je dirais, de réflexion. Et à un moment donné, posons-nous pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans 20 ans. Donc le livre compile des gens qui sont venus aux conférences du CERA. Alors, pratiquement, il en est venu bien plus que ça, parce que je crois qu'il en est venu au total 150, mais effectivement 27, je dirais, spécialistes, experts un petit peu de tous bords, qui ont planché, ce qui fait l'objet d'un ouvrage de 400 et quelques pages, 450 pages, qui recouvre des grandes questions, un petit peu, qui fait le tour un petit peu de nos préoccupations actuelles et de demain, comme par exemple apprendre, éduquer, se former, être citoyen, se nourrir, mais se nourrir dans les deux sens du terme, c'est-à-dire se nourrir physiquement, mais se nourrir aussi intellectuellement ou spirituellement, le vivre ensemble, se connecter parce qu'on sait que les moyens de communication ont déjà de l'importance et en auront sûrement plus demain, et puis aussi s'ouvrir au monde, parce que la Vendée, c'est la Vendée, la France, c'est la France, mais on raisonne plutôt mondialement. Je ne sais plus si vous l'avez dit, le CERA est une association vendéenne. Et quand ils invitent ces experts, c'est en Vendée, souvent aux Herbiers, à Pouzauges ou à La Roche-sur-Yon. Voilà. Ces experts, ce sont en fonction de leur spécialité, un petit peu se sont penchés sur quelques grandes questions. Comme il y a donc 450 pages et ça foisonne un petit peu d'idées, je ne vais pas toutes les reprendre parce que on y serait encore demain, mais simplement deux ou trois illustrations. Comment le monde, par exemple, va se réurbaniser. Autour de grands pôles, c'est un petit peu l'avenir qui se dessine déjà un petit peu en ce sens-là. L'école aussi est appelée à évoluer, donc il y a toute une réflexion sur l'école, sur l'apprentissage, sur l'éducation permanente, sur la sécurité aussi, non seulement parce qu'il y a les problèmes actuels que l'on a connus, mais parce qu'aussi on est dans un phénomène un petit peu de flux migratoire qui augmente. Et beaucoup aussi de ces auteurs ont parlé un petit peu se sont rejoints sur la confrontation de la science et des traditions spirituelles. Autrement dit, il y a par exemple Pascal Perry puis d'autres qui disent c'est la spiritualité qui saura faire concorder science et conscience. C'est un thème déjà qui ne date pas d'aujourd'hui, mais et puis aussi beaucoup parient sur l'avenir avec la volonté des hommes, leur collaboration et aussi sur l'éducation permanente, ce que j'ai indiqué déjà tout à l'heure. Donc voilà, ça mérite... Est-ce qu'il y a des solutions? C'est effectivement une bonne question. On sent des évolutions, mais je dirais que ça reste toujours la difficulté. C'est plus difficile de prévoir ce que le monde sera dans 20 ans que de prévoir, je dirais, les inondations qu'on connaît en ce moment. Même si on ne les prévoit pas, vraiment, les inondations, il n'empêche que c'est quand même plus facile. Non, ce qu'on peut dire, c'est, moi je veux bien retenir plutôt quelques expressions ou quelques idées qui sont sans doute déterminantes pour l'avenir. Par exemple, Pascal Perrineau, qui est politologue, dit « La haine de la politique est le creuset des populismes ». Ou encore, là il est un petit peu plus pessimiste, mais on le sent d'ailleurs un petit peu aujourd'hui, « La démocratie est peut-être à son automne ». Donc une menace sur la démocratie. Robert Stahl, lui, est un petit peu critique sur l'école, les enseignants, fait des propositions. Il dit pour bien enseigner, il faut oublier ce que l'on sait. Et ou encore, il serait bien qu'un jour, la pédagogie et le travail d'équipe entre professeurs soient au centre de l'éducation. C'est un peu une critique. Et puis aussi, une éducation ne doit pas exercer son travail pendant 40 ans, parce qu'il considère qu'au bout de quelques années, on est un petit peu usé, etc.
Une dernière citation. Une dernière, si on veut. Alors, si on doit aller tout de suite à la dernière, je serais tenté de dire, ça répond un petit peu à la question qui est posée, c'est Alain Simon, un des experts, là, qui est plutôt géopoliticien, qui a intitulé sa contribution « Prévisionniste échaudé craint l'avenir ». Prévisionniste, oui, d'accord. Et il dit, notamment, ne pas confondre ce qu'on croit qu'il se passera et ce qu'on aimerait qu'il se passe. Ah, ben c'est certainement toute la difficulté. Oui. Et puis, là, c'est un petit peu sous forme de boutade. La seule prévision que je peux faire, c'est qu'en 2035, il y aura d'autres prévisionnistes. Oui, c'est sûr. Et avant même. Très bien. Donc, c'est préfacé aussi par Laurent Geoffrin, et qui, lui, alors c'est vraiment une dernière citation, il dit, donc le directeur de Libération, « La meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est d'avoir un projet et de le réaliser. » De ne pas être attentiste, très bien. Le titre, L'avenir c'est demain, aux éditions Autrement, et ça coûte Et ça coûte, je ne sais plus, il suffit de le demander en librairie, 22 €, et on le demande en librairie. Très bien, merci Gilbert. Une somme de réflexion quand même. Une somme de réflexion, ouais, qu'on peut lire partiellement ou intégralement. Très bien. Pour revenir à nos camps SNCF de Saint-Thierry-d'Orier, démarrage 1932, coupure pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et ça recommence de plus belle après la guerre. Exactement, en 1946. Donc il y a les 2 premiers camps qui sont réouverts. Le camp d'Anjou pour les apprentis et le camp Bretagne pour les je sais pas, les mineurs, pour les mineurs travailleurs, les ouvriers mineurs, exactement. Alors qu'est-ce que font ces enfants pendant ces camps ? Eh bien, la première occupation, c'est la plage, bien sûr. Donc, ils se rendaient sur la plage à travers les chemins forestiers. Et il faut s'imaginer qu'il y avait 600 enfants qui débarquaient d'un seul coup sur la plage, ce qui posait certains problèmes de cohabitation avec les vacanciers. Sinon, autrement, c'était beaucoup d'activités sportives. Le football, il y avait un terrain qui avait été mis à leur disposition, le volleyball, et puis préparer les brevets sportifs, brevets de natation, et également des travaux manuels, sculpture sur bois, poterie. Il y a une question qui me traverse l'esprit, c'était mixte ? C'était garçon ? Non, c'était garçon. Ah, que les garçons. Attention. Même après la guerre. Même après la guerre. Vous parlez de cohabitation difficile avec les vacanciers, mais et avec les gens du pays, non ? Non, avec les gens du pays, non, pas du tout, puisque finalement, c'était quand même un apport pour la population, puisque ils venaient s'approvisionner à Saint-Hilaire, chez les commerçants, et puis chez les maraîchers qui habitaient tout autour. Non, il y avait une très bonne coopération, et on le ressentait surtout le soir, au moment des veillées, autour du feu de bois, où là, c'était les voisins étaient invités et il y avait des conteurs et des chanteurs qui venaient animer les soirées. Donc c'est forcément un épisode qui a marqué la vie de Saint-Thierry-d'Orier jusqu'au début des années 80, parce que ça se termine en 1980. Oui, ça se termine en 1980. Qu'est-ce qui met fin ? Eh bien, les façons de prendre les vacances ont quand même changé. Il y a moins de personnel à la SNCF. Et puis surtout, il y a des conditions de sécurité qui sont imposées pour l'accueil des enfants. Dès 1980, ça. Dès 1980. Et donc, ça engage des travaux très coûteux qui ne sont pas possibles. Il fallait revenir au camp en toile. Oui, mais enfin, maintenant, c'était plus accepté. Non, c'était plus accepté, c'était plus possible. Alors, vous regrettez un petit peu qu'aujourd'hui, il reste quelques stigmates en fait de l'existence de ces camps à travers la forêt. On peut voir des petites choses. Oui, tout à fait. On voit des fondations. On voit des rails de chemin de fer qui sont placés au milieu des chemins pour pouvoir transbahuter les chariots qui amenaient les alimentations et tout ça. Et puis des yuccas, des fleurs, et notamment près du camp de base, une salle à manger d'été. C'était une salle à manger circulaire. Une espèce d'agora. Oui, tout à fait, autour de laquelle les enfants prenaient place et
Et pour donc déjeuner, manger le midi. Et on a quelques photos d'ailleurs où c'était la journée des frites. C'était un moment très important. Donc quand j'ai fait ce film en 2008, la salle à manger était, on dirait, presque intacte. Et depuis, elle a été vandalisée, cassée avec des masses certainement, parce que c'était tout en béton. Et bon, à chaque fois que je passe par là, je suis... Et vous aimeriez trouver, au moins pouvoir peut-être baliser un petit sentier qui permettrait de mieux comprendre ce qui se passait alors, ici avant. Il y a deux endroits. Il y a cet endroit-là, où j'aimerais bien que ce soit réhabilité. Et puis, il y a un deuxième endroit qui se trouve sur le chemin des Houpets, près de la stèle des cheminots. La stèle, c'est un monument qui a été construit en 1948 et en commémoration de la mort des jeunes apprentis pendant la guerre. Oui. Et juste à côté, il y a c'est là où nous sommes descendus lors de la marche. Il y a les fondations du camp d'Anjou. Et lors de la marche dont je parle, avec le mural au mois d'avril. Voilà, j'avais présenté des photos des camps tels qu'il était, et ça avait bien plu. Oui. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit sentier qui fait peut-être 200 ou 300 mètres, et ça serait un bon coin d'autant plus. Au-delà des camps, à travers ce que vous avez fait, c'est tout un regard finalement que vous avez posé sur Saint-Hilaire-d'Oriez. Alors je dirais que tout a changé, ou presque tout, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les évolutions sur la commune de Saint-Hilaire-d'Oriez ? Le principal, c'est la corniche, effectivement, avec toutes ces maisons anciennes qu'il y avait et qui sont au fur et à mesure détruites et remplacés par des bâtiments. Alors, on ne l'a pas dit, mais votre travail d'image s'est appuyé sur, pour terminer notre propos, sur deux albums photos qui sont disponibles à la médiathèque. Oui, tout à fait. Un qui est dédié aux camps marins. Les camps marins, donc les premiers camps avant la guerre. Et puis le deuxième sur les camps de l'océan. Donc les gens peuvent aller consulter Ils peuvent aller consulter sur place. Et puis un autre ouvrage, mais là qui émane de l'association Nature et Culture, qui s'était penché sur le sujet en 99, les cahiers d'Oriez, Histoire et Patrimoine. Voilà, et qui relate toute l'histoire des camps SNCF. On souhaite que l'histoire de ces camps soit valorisée à travers, pourquoi pas, un sentier comme vous le proposez. Puis il y a peut-être des gens qui vont vous contacter pour quelques témoignages, parce qu'il doit y en avoir quand même. Oui, tout à fait. Et puis je fais appel aux bonnes volontés pour pouvoir nous aider à faire cette réhabilitation. Des camps, très bien. Merci Monsieur Bruno. On va terminer l'émission avec Delphine Blanchard qui nous parlait d'un sculpteur vendéen qui expose actuellement au Château d'Olonne. Il y a plein de choses à dire Delphine, mais vous n'allez pas pouvoir tout dire. Je suis habituée, je vais faire court. Je vais vous parler de Philippe Pateau, sculpteur qui habite au Poiré-sur-Vie. Et donc il a jusqu'au 12 juin, précipitez-vous à l'abbaye d'Orbestier, c'est au Château d'Olonne. Souvent il y a des expositions au musée Sainte-Croix au Sable. Là c'est un bel écrin pour les artistes, c'est à découvrir avec Face à la mer. Une très belle expo qui s'appelle Quête d'humanité et vous en ressortirez vraiment riche. Les œuvres de Philippe Pateau, alors il y a des petites œuvres, des plus grandes œuvres, mais c'est de la ferraille. Il a voulu devenir sculpteur parce que son papa était ébéniste, mais lui, il s'est mis à la ferraille. Il fait le bois un petit peu, mais c'est la ferraille. Et il fait des personnages gigantesques et vraiment quête d'humanité parce que pour lui, il explique dans ses sculptures que c'est en étant fraternel et en étant le plus gentil possible avec son prochain qu'on va réussir à faire de ce monde quelque chose de beau. Voilà. L'avenir. Exactement, c'est un sculpteur humaniste. Toutes ces sculptures, il y a au moins 2 personnages. Pour lui, c'est très très important. 2 personnages qui se tiennent la main ou qui se regardent ou qui se... En tout cas, voilà, pour dire que c'est en étant ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Vraiment, et alors lui dit, faire du beau n'est pas suffisant. Un artiste doit avoir quelque chose à dire, sinon on se tait. L'engagement. Exactement. Humaniste, engagé. Vous allez voir qu'on en ressort vraiment pas indemne de ces sculptures parce qu'il y a toute la force, l'émotion et la ferraille aussi, quand même. C'est assez imposant, c'est impressionnant. Et lui, il dit, j'ai pas de réponse à donner, je ne vais pas me poser en
Moralisateur. Voilà, exactement. C'est aux spectateurs de comprendre que je leur pose une question. Et d'imaginer. Et c'est à eux de faire en sorte que tous ensemble, tout se passe un petit peu plus bien. En tout cas, il donne des raisons d'espérer. Il n'est pas toujours très optimiste avec le monde qui nous entoure, mais en tout cas, il donne des raisons d'espérer et il dit que l'art, c'est aussi une jolie raison. C'est pas, on parle d'économie, on parle de pas mal de choses, mais être artiste, ça aussi, il faut se sentir impliqué. Voilà, citoyen du monde et artiste, c'est quelque chose. Expo jusqu'au 12 juin. 12 juin, Abbaye Saint-Jean d'Orbestiers, Château d'Olonne, Philippe Pateau. Il a un site internet, si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir le 12 juin. Par le site internet. Et il va faire des expositions. S'il habite au Poiret, on devrait avoir l'occasion. Ouais. Retenez ce nom, Philippe Pateau. Merci beaucoup Delphine. À la une du magazine Racine du mois de juin, on reste en bord de mer puisqu'on vous invite à quelques parties de pêche à pied. Alors, si on est de plus en plus nombreux, allez trifouiller le coquillage. Merci beaucoup Monsieur Bruno, merci. Gilbert, merci Delphine et on se retrouve la semaine prochaine.